Je vois qu'on est maintenant quasiment 90 dans la salle. Je vous propose de continuer du coup à accueillir les personnes qui vont nous rejoindre dans cette salle virtuelle. C'est aussi l'avantage de ces réunions en ligne. Ils feront moins de bruit quand ils vont, quand ils vont arriver. Merci beaucoup à toi, Benjamin, de suivre leur arrivée en salle et d'ouvrir officiellement cette réunion, ce webinaire. Peut-être quelques mots introductifs pour nous présenter. Donc, Eléane Doudmenier, moi je serai en charge de l'animation de ce webinaire, à la fois le fil rouge en termes d'ordre du jour et aussi le respect du temps qu'on s'est imparti. Je vous présenterai dans quelques secondes le déroulé. À mes côtés, Benjamin, que vous voyez en modération et en régie, il est à votre écoute et à votre aide. En cas de problème technique, il va porter attention à vos micros, voilà, à vos vidéos et il va aussi vous accompagner dans l'utilisation du chat tout au long de cette réunion. Et côté SALP, je me permets d'introduire l'équipe d'animation du SAGE qui a préparé évidemment cette réunion et d'introduire Karine, Sarah, Marion et Marianne de l'équipe d'animation du SAGE. Dans les très très grandes lignes, on est ensemble jusqu'à 20h30 pour ce webinaire qui a vocation à faire un point d'étape sur l'élaboration du SAGE NRG, schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Neste et des rivières de Gascogne. Si ça convient à tout le monde, on utilisera l'acronyme SAGE NRG pour gagner du temps. Mais maintenant qu'il est posé, j'espère que c'est plus clair pour vous, qui prend lieu et place après 2 ans de concertation. Euh, et ce webinaire, il a pour objectif de faire un point d'étape et surtout de vous présenter la stratégie issue d'un travail de réflexion collaborative qui a été mené avec les membres de la clé de la commission locale de l'eau, on y reviendra aussi, qui structure ce SAGE, mais aussi le grand public qui a été associé dans le cadre d'une concertation à l'élaboration de cette stratégie. On est sur un format de réunion un petit peu particulier, vous le voyez en ligne qui nous semblait plus pertinent aussi pour ouvrir à davantage de monde l'accès à l'information et à ce point d'étape. Et on est sur une réunion qui s'adresse à des acteurs qui sont assez diversifiés, évidemment aux membres de la clé, aux acteurs et actrices qui travaillent, qui œuvrent à la question de l'eau déjà sur le territoire, mais aussi au grand public, aux citoyens, aux citoyennes, aux personnes intéressées par les questions de l'eau. Et donc on attend ce soir une grande diversité de public. On portera, et en tout cas on veillera à adapter et avoir un discours qui soit le plus clair et le plus compréhensible pour toutes et tous. Euh, Très rapidement, les objectifs de ce webinaire. Il y en a 4, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a travaillé avec l'équipe d'animation du SAGE. Le premier, évidemment, c'est de s'inscrire dans la continuité de l'information et du dialogue autour de l'élaboration du SAGE NRG qui a débuté, en tout cas la phase de concertation qui a débuté en 2023. De vous présenter la stratégie qui a été validée par la clé, qui est issue d'un travail collaboratif de longue haleine avec l'ensemble des acteurs du territoire et des citoyens et citoyennes intéressés par cette question. De valoriser aussi et de vous présenter des retours d'expérience qui sont structurants et qui viennent incarner cette stratégie, qui viennent l'expliciter et lui donner corps. Et puis enfin aussi vous donner des informations sur la suite de l'élaboration du SAGE parce qu'on est là pour symboliser entre guillemets une étape un peu clé, mais ce n'est absolument pas la fin de l'élaboration de ce SAGE. On est actuellement dans la phase introductive. 18h30, voilà, on a pris quelques minutes de retard pour prendre le temps de vous accueillir toutes et tous, mais c'est bien normal. Donc après un premier temps d'introduction, mot d'accueil et un peu des questions sondages pour mieux vous connaître aussi, on passera à un deuxième temps à partir de 19h de présentation de la stratégie qui se complétera par un temps de questions-réponses d'une quinzaine de minutes. Et à 19h30, on fera la part belle et on laissera la place à nos intervenants qui viendront nous présenter des retours d'expérience qu'ils ont menés sur le territoire, qui pourront faire l'objet aussi d'un échange et de questions-réponses avec vous toutes et tous. Et enfin, à 20h30, on se dirigera vers la clôture de cette réunion. Alors malheureusement, pas de pot, c'est un peu le problème, c'est le point noir de ces formats en ligne. Mais en tout cas, un moment de clôture aussi pour vous donner de la visibilité sur la suite et les prochaines étapes de l'élaboration de ce SAGE. Pour que cette réunion se passe au mieux, il y a les règles de bienséance ou d'organisation en ligne.
le fait de couper son micro, d'être attentif, voilà, à ne pas l'ouvrir à n'importe quel moment pour éviter les bruits de fond. On avait aussi envie de vous proposer plutôt des règles d'organisation pour que ce webinaire se passe du mieux possible. La première règle, c'est celle de la bienveillance et de l'accueil respectueux qu'on peut porter à l'égard de toutes et tous qui sommes là ce soir, évidemment les intervenants, les intervenantes, mais aussi les participants et l'équipe d'animation, que ce soit dans le cadre de nos échanges à l'oral ou aussi sur le chat. On va vous inviter aussi, et je vais devoir m'y astreindre, la première à la concision, et du coup à veiller à voilà, limiter vraiment son temps de parole, ou en tout cas être le plus concis et le plus direct possible dans ses interventions pour pouvoir recueillir un maximum de questions et d'interventions dans ce temps qui nous est toutefois limité. On va vous inviter aussi à bien vouloir respecter à la fois le déroulé et le timing, qui a fait l'objet d'un travail voilà, assez conséquent par l'équipe d'animation du SAGE et nous-mêmes. Et qui est aussi le garant, hein, se dérouler d'un compromis entre à la fois une information qu'on va vous donner pour vous tenir au courant de l'avancée du chat et évidemment des temps d'échange et de questions-réponses. Et puis enfin, un principe de transparence. D'où le fait qu'on vous a demandé aussi de vous renommer, savoir qui parle, à quel titre, pour nous c'est important, et puis vous précisez aussi que la réunion elle est enregistrée et qu'elle fera l'objet d'une rediffusion, en tout cas qu'elle sera publiée sur la page YouTube du Sage Énergie. Sans plus attendre, je me tourne vers Monsieur Gonella en tant que président de la commission locale de l'eau du Sage Nest et Rivière de Gascogne pour un mot d'accueil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Si nous sommes réunis aujourd'hui en visioconférence, c'est parce qu'un territoire entier a décidé de prendre son destin en main autour d'un bien commun essentiel, l'eau. Du piémont pyrénéen aux plaines de Gascogne, chacune et chacun ici mesure combien la maîtrise de cette ressource conditionne la vie quotidienne, l'activité agricole et économique, la qualité de nos milieux naturels et, au fond, la capacité de nos communes à rester vivantes et attractives. La stratégie qui va vous être présentée aujourd'hui n'est pas un document de plus. C'est un aboutissement d'un long travail collectif de 44 temps de concertation et de plus de 3000 participations qui ont associé agriculteurs, entreprises, collectivités, associations et citoyens. Elle traduit une ambition claire, faire du Sage, Nest et Rivière de Gascogne un outil pour protéger la ressource, partager l'eau de manière juste, préparer concrètement notre territoire aux bouleversements climatiques qui sont déjà à l'œuvre. Le contexte, nous le connaissons tous. Des sécheresses plus fréquentes, des épisodes pluvieux plus violents, une ressource pyrénéenne qui se fragilise, des écosystèmes aquatiques menacés et une qualité de l'eau qui met sous tension l'alimentation en eau potable. Face à cela, une conviction nous guide. L'eau est un bien commun et sa gestion doit rester démocratique, équitable, au service de l'intérêt général. Sans rentrer dans le détail de la stratégie du SAGE, qui elle sera plus finement abordée par la suite, cette stratégie s'organise autour de 3 enjeux que nous avons définis ensemble. En premier lieu, il s'agit de mettre l'eau, les sols et le végétal au cœur de l'avenir du territoire, en ralentissant l'eau partout, en favorisant son infiltration et en redonnant toute sa place au végétal, en ville comme en milieu rural. Sur les bassins versants, les cours d'eau et les zones humides. Ensuite, il est impératif de réduire le risque quantitatif et d'organiser un partage juste de la ressource, en combinant économie, règles de répartition, sécurisation durable des infrastructures et des grandes rivières réalimentées. Enfin, il faut prévenir les pollutions en agissant sur l'aménagement de l'espace et les pratiques, car la meilleure dépollution reste la réduction des
des pressions à la source, grâce notamment aux mosaïques de cultures et de milieux. Notre sage ne repose pas sur la contrainte, mais sur un pari, celui de l'implication de toutes et de tous, de la coopération, du partage de la connaissance, de l'expérimentation, de l'innovation. La clé n'est pas un outil technocratique, c'est un espace de dialogue, de responsabilité collective où toutes les composantes de la société doivent pouvoir s'exprimer sans crainte d'être écartées. Pour nos rivières, pour nos enfants, pour l'avenir de la Neste et de la Gascogne, engageons-nous pleinement dans la mise en œuvre de cette stratégie commune. Dans sa continuité, le prochain grand échéancier de notre commission locale de l'eau sera l'élaboration du plan d'aménagement de la gestion durable du sage, Neste et rivières de Gascogne, qui traduira cette ambition en plan d'action opérationnel. C'est à ce prix que nous ferons de l'eau, bien commun par excellence, le socle d'un territoire plus résilient, plus solidaire, plus vivant. Avant de conclure, je tenais à remercier les différents intervenants de ce soir qui vont nous faire part d'expériences concrètes et d'initiatives inspirantes sur leurs territoires divers. Je remercierai aussi toute l'équipe du SAGE pour la préparation. Merci à toutes et à tous et bon webinaire. Merci beaucoup pour ce mot introductif, Monsieur Gonella. Sans plus attendre, je vais me tourner vers Anne-Isabelle Pardiney pour un petit mot d'introduction, enfin te présenter et puis redire peut-être quelques mots sur ton rôle en tant que garante de la concertation nommée par la Commission nationale du débat public. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc, certains d'entre vous me connaissent. Je vais essayer d'être très rapide. J'ai l'habitude de dire que les garants et garantes de la concertation portent bien leur nom. Et donc, notre objectif, notre but, c'est de garantir une concertation la plus transparente et la plus inclusive possible. Donc, la clé a décidé, il y a déjà 3 ans, de demander à la Commission nationale du débat public, qui est une entité administrative totalement indépendante, de nommer des garants pour accompagner le SAGE jusqu'à l'enquête publique. Donc, en 3 mots, donc, nous sommes totalement indépendants. Nous veillons à la transparence des informations qui ont été données dans le dossier de concertation et ensuite tout au long des réunions, des webinaires, etc. Nous, nous veillons à l'égalité de traitement, c'est-à-dire qu'une parole argumentée a la même valeur que ce soit un citoyen, un élu ou un technicien. Tout cela, nous le traduisons dans un bilan qui est un bilan annuel. Donc, il y a une partie concertation préalable, je pense que vous m'avez vu lors des réunions il y a 2 ans sur la concertation préalable, et le SAGE et la clé ont décidé de se faire accompagner en concertation continue jusqu'à l'enquête publique. Donc, ça fait déjà 3 ans que j'accompagne le maître d'ouvrage. À la fin de chaque année, il y a un bilan, et ces bilans sont réglementairement mis dans le dossier d'enquête publique. Voilà. Et ce bilan fait aussi l'objet d'une réponse. Donc, il y a bien une reddition des comptes, c'est-à-dire que votre parole, elle est écoutée, elle est entendue, et le maître d'ouvrage répond à ce qui peut être pris en compte, ce qui ne peut pas être pris en compte, mais qui donne les raisons pourquoi ça ne peut pas être pris en compte. Voilà, donc ensuite, il y a un bilan final et on passe à l'enquête publique et nous souhaitons, dans le continuum de la participation, que le garant, puisque je suis toute seule maintenant, au début on était deux, sur la concertation continue, je suis toute seule, passe les clés, c'est un jeu de mots, au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête qui suivra l'enquête publique. Merci beaucoup Anne-Isabelle pour ta précision. Dans le chat, Benjamin vous a remis toutes les informations aussi et vous pouvez retrouver l'adresse mail et le contact d'Anne-Isabelle Pardiney si vous souhaitez pouvoir la contacter dans le cadre de cette concertation continue. Pour avancer, je vous propose d'avancer un petit peu vite. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la présentation de la stratégie du Sage Énergie, peut-être de revenir à un petit temps d'interconnaissance.
Et puis d'entrée un peu sympathique dans le sujet, un sage, c'est complexe, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'acronymes dans la gouvernance de l'eau. Pour se l'approprier de manière un petit peu plus sympathique, on va vous proposer plusieurs questions qui vont s'afficher sous la forme de sondage sur votre écran. Suffira d'y répondre et d'enregistrer votre réponse. Ça va être assez simple. On va faire le premier test sur une question normalement qui est facile, qui ne doit pas pouvoir vous déstabiliser, qui est de nous dire, et je veux bien Benjamin, si tu peux mettre le sondage en même temps, nous signifier dans quel département vous habitez, vous vivez. Le Gers, les Landes, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne ou alors un autre département. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Normalement, on est sur une question plutôt simple pour commencer. Il suffit de cocher la case qui vous concerne et puis d'appuyer sur soumettre. On te laisse quelques questions. Benjamin, quand tu vois qu'on a des réponses assez suffisantes, je te laisse passer à l'affichage des résultats si tu le veux bien. Ils seront accompagnés par une présentation. D'accord. On a une surreprésentation peut-être du département du Gers, mais les Hautes-Pyrénées ne se laissent pas abattre. Et étrangement, on a aussi d'autres départements. Très intéressant. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans le chat d'où vous venez pour ceux qui n'avaient pas la réponse de proposer. L'occasion pour nous d'introduire peut-être en quelques mots le territoire de la Neste et des rivières de Gascogne. Karine? Oui, bonjour à tout le monde. Karine Lieron, je suis animatrice je fais partie de l'équipe d'animation du SAGE Nest et Rivières de Gascogne. Le territoire, très rapidement, là je vais être très très rapide, c'est un territoire spécifique, c'est un territoire qui part des Pyrénées, de la limite espagnole, jusqu'à la confluence de la Garonne. Et notre territoire, en particulier avec les rivières de Gascogne, sont les seuls sur le piémont pyrénéen à être déconnectés naturellement de la montagne, en l'occurrence à cause du plateau de Lannemezan. Donc, on est sur un territoire artificiel, mais lié par un canal. Et c'est un territoire énorme qui fait 8000 km², avec près de 600, voilà, on a 657 communes et 6 départements. Voilà, je ne vais pas m'apesantir plus que ça. Ce que vous pouvez retenir quand même, c'est qu'il y a un canal qui nous lie très fortement, ce canal de la Neste, et qui ralimente 1700 km de rivière. Mais ces 1700 km, c'est très peu par rapport à la totalité des rivières. C'est 13 000 km sur le territoire. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la deuxième question qui est, elle, un petit peu plus complexe. Quelles sont, selon vous, les structures représentées à la Commission locale de l'eau énergie? On en a déjà un petit peu parlé, notamment dans le discours introductif de Monsieur Gonella. Je crois que moi-même, j'ai cité cette instance en introduction. Je vous donne un petit indice. On est sur du choix multiple, donc il y a potentiellement plusieurs bonnes réponses. Qui sont les structures du coup représentées à cette commission locale de l'eau, des représentantes et représentants de l'État, des collectivités ou des représentants de collectivités territoriales et ou des représentantes et représentants des usagers de l'eau. Benjamin, idem, je te laisserai annoncer, afficher les résultats dès qu'on a un nombre de réponses assez satisfaisant. Encore quelques secondes. Il reste Oui. une vingtaine de personnes. Bon, tout en sachant qu'il n'y a pas de lot à gagner si jamais vous avez les bonnes réponses et qu'on ne sait pas non plus si vous avez répondu les mauvaises réponses. Je te laisse afficher les résultats. Pardon, allez-y. Parfait. Bon, on voit que la question a été plutôt bien trouvée parce que la majorité d'entre vous ont répondu les trois et c'est tout à fait exact. Karine, je te laisse peut-être réintroduire cette fameuse clé. Alors, cette commission locale de l'eau, c'est un parlement de l'eau qui est à l'échelle d'un bassin versant avec une logique, on a dit hydrographique, donc selon l'eau qui coule.
Nous, notre commission locale de l'eau, elle est assez récente, elle date de 2021 et elle est composée de 91 membres. Sa composition, elle est réglementaire, c'est dans le code de l'environnement. Donc, il faut qu'il y ait des représentants des collectivités territoriales, de l'État et de tous les usages possibles sur le territoire. Vous avez sur le slide là, le comité de bassin, c'est la même chose, c'est un parlement de l'eau, mais à l'échelle à Dour-Garonne. Donc nous, celui dont on parle, la commission locale de l'eau Nest et Rivière de Gascogne, s'occupe de ce territoire à l'échelle bleue qui est entouré. Merci beaucoup. On rentre petit à petit dans la définition de ce fameux SAGE ou schéma d'aménagement et de gestion des eaux, avec une question plutôt sur sa définition, son objectif. Alors, est-ce que le SAGE, selon vous, et là le choix sera unique, il faudra réussir à choisir, c'est une structure qui mesure et qui suit la qualité de l'eau, que ce soit son objectif. Est-ce que le SAGE, c'est un maître d'ouvrage qui effectue des travaux en lien avec l'eau, rivière, qualité de l'eau, eau potable? Je ne saurais dire où vous aiguiller, ou bien est-ce que le SAGE est un document de planification qui vise à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau? Vous nous direz que les questions, en effet, sont des prétextes à introduire les présentations d'après, mais je vous laisse tout de même jouer le jeu du sondage et de la réponse. Je vous laisse encore quelques petits instants. Et on voit, bon, à 100%. Donc, vous aviez trouvé la réponse assez facile. En effet, hop, 100% de bonnes réponses. Je te laisse réagir, Karine. Oui, merci. Donc tout le monde a trouvé, effectivement, le SAGE, c'est un document, c'est bien un parlement, la commission locale de l'eau, qui fait un document qui a été travaillé par l'ensemble des représentants dont on a parlé tout à l'heure, des représentants de la clé, avec d'autres instances de travail et avec le travail qui a été fait avec les citoyens. Ce document, il vise une gestion équilibrée de l'eau. Il va définir des objectifs, mais les actions qui seront écrites dans ce SAGE, une fois qu'il sera approuvé, seront mises en place par les acteurs et les actrices du territoire, que ça soit directement auquel on pense, l'eau potable, l'assainissement, mais aussi l'énergie, le tourisme, l'urbanisme, les préleveurs, les usagers. Donc c'est bien un document commun qui va dans une direction commune. Et on en est à la phase, vous voyez là, juste après la stratégie d'élaboration du plan d'aménagement et de gestion durable et du règlement. Une fois que tout ça sera approuvé, c'est très long, en 2027, ce document sera opposable à tous les documents d'urbanisme et il aura aussi une portée réglementaire, mais pas que. Beaucoup de projets. Merci beaucoup. Ça a été aussi introduit, l'élaboration de ce SAGE et notamment la stratégie qui va vous être présentée aujourd'hui est le fruit d'un dialogue territorial qui est mené déjà depuis plusieurs années, depuis 2023. Du coup, on avait une question plutôt à vous poser à vous pour mieux vous connaître. Et qui d'entre vous a déjà participé à un événement organisé par le SAGE ou en tout cas autour de l'élaboration du SAGE énergie? Un événement qui peut être un ciné-débat, une réunion publique, un atelier de concertation, avoir même peut-être croisé l'équipe d'animation sur un événement, une fête de l'eau. Voilà, un moment clé pendant lequel vous aviez pu vous informer, échanger, discuter autour de cette question de la gestion des ressources en eau sur le territoire. Alors la réponse, hein, elle est assez simple en choix unique, oui ou non. Je te laisse, Benjamin, peut-être afficher les résultats quand ce sera bon pour toi. L'occasion ensuite pour Karine. On est quasiment à 50-50, ok. Avec quand même un petit peu plus, 60% d'entre vous qui ont déjà participé à un événement du SAGE. Pour nous, c'est des réponses qui sont assez intéressantes parce que ça nous permet de savoir si vous revenez au fur et à mesure ou si justement on accueille de nouvelles et nouvelles personnes et c'est tout à fait possible aussi. Du coup, je vous souhaite la bienvenue. L'occasion peut-être, Karine, de revenir rapidement, et j'ai passé trop vite, sur les différents événements de la concertation. Donc la concertation a démarré en 2023. Ça a été un choix très fort dans la commission locale de l'eau qui a été dit par le président, M. Gonella, de pas se limiter aux membres de la commission locale de l'eau et aux partenaires, mais d'aller vraiment chercher
l'ensemble des citoyens qui voulaient participer pour avoir aussi leurs propositions et leurs orientations. Donc pour ça, il y a eu 44 temps de concertation, plus de 3000 participants qui ont été sous la forme de visites, de ciné-débats, aller chercher les personnes aussi sur les marchés qui ne font pas obligatoirement cette démarche. Ça a été des questionnaires, ça a été vraiment très, très varié et très riche, avec des gens qui ont appris à se comprendre aussi et à inventer ensemble. Merci beaucoup. Et enfin, la dernière question qui nous permet aussi là de mieux vous connaître et mieux vous comprendre aussi ce que vous faites et ce qui vous a motivé à participer à ce webinaire. À quel titre, en tout cas, avec quelle casquette et qu'est-ce qui vous a motivé à suivre ce webinaire avec nous ce soir? Est-ce que c'est parce que vous habitez le territoire et vous êtes intéressé par les questions de l'eau et de la gestion et de leur anticipation? Face aux défis que pose l'avenir et notamment le dérèglement climatique? Est-ce que vous avez déjà participé à des événements et vous êtes dans une logique de continuité, d'avoir accès voilà, à l'information à la suite du sage? Est-ce que vous êtes là parce que finalement vous êtes déjà investi et que vous êtes membre ou représentant d'une structure de la clé? Vous êtes un professionnel concerné par la démarche aussi, peut-être, vous travaillez déjà dans le domaine de l'eau. Parce que vous êtes élu, vous avez un mandat et une forme de responsabilité aussi face aux enjeux que pose l'eau sur votre territoire. Ou bien, une dernière réponse, on ne vous a pas vraiment laissé le choix, ou alors vous savez pas vraiment ce que vous faites là. Et dans ce cas-là, on l'accueille aussi bien volontiers. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous laisse encore peut-être quelques secondes pour répondre et Benjamin afficher les résultats. Et on a une grande représentation intéressante de participants et participantes que je présuppose au titre de citoyens ou citoyennes, en tout cas habitantes et habitants du territoire qui sont intéressés par les questions de l'eau. Dans la continuité de la réponse précédente, en effet, pour certains et certaines d'entre vous, déjà participé à des événements, dans une continuité aussi d'accès à l'information et de suivi de l'élaboration de ce sage et aussi une partie, en effet, de professionnels d'acteurs, en tout cas, de l'eau. Bon, parfait. En tout cas, voilà, pour nous, c'est toujours intéressant d'avoir accès à ces questions et de pouvoir vous les poser. Sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet et qu'on vous fasse la présentation de cette fameuse stratégie qui a été adoptée et retenue en clé en juin 2025 et qu'on a voulu, dans un premier temps, vous illustrer à travers une vidéo. Je vais donc la lancer. Elle dure environ 7 minutes et elle repose le cadre à la fois du diagnostic, de la manière dont cette stratégie elle a été construite et enfin qui vous la présente.
Du coup, merci à toutes et à tous pour votre attention face à cette vidéo. On a essayé de vous résumer de manière synoptique et voilà, le plus concis possible les grands axes et l'ensemble des défis qui composent et qui structurent cette stratégie. Le document complet, il est accessible. Vous pouvez le retrouver sur le site internet du SAGE si vous voulez en prendre connaissance dans sa globalité. Et avant d'ouvrir un temps de questions-réponses, d'ailleurs, je vous invite à poser vos questions si vous en avez ou en tout cas à réagir via le chat. Je vais passer tout de suite la parole à Bruno Coupry du bureau d'études Antea qui a longuement œuvré à l'élaboration de cette stratégie et qui accompagne la clé dans l'élaboration du SAGE énergie. Peut-être Bruno, quelques mots, une dizaine de minutes, nous appuyer sur les points, toi, qui te paraissent saillants de cette stratégie. Je te laisse la main. Merci Léa. Donc c'est pas Antea, c'est OCA, le bureau d'études, mais c'est pas très grave. Alors effectivement, bon, je pense que la présentation qui vient d'être faite illustre beaucoup d'éléments. Beaucoup, j'allais dire beaucoup, c'est le mot qui compte d'ailleurs peut-être dans cette présentation. Et quand on parle de stratégie, c'est vrai que c'est un petit côté un peu guerrier. On se dit, mais quelle est la bataille que nous devons avoir pour avancer dans ce sujet de la reconquête de l'eau? En fait, on utilise ce terme parce que on est effectivement face à un défi, même plusieurs, on l'a vu, qui consiste à atteindre un objectif. Et ça paraît un peu trivial, mais je crois que c'est très important de dire finalement, mais qu'est-ce qu'on veut? Et la question principale qui a été posée en amont de cette stratégie, avec énormément de travail qui a été fait pour argumenter finalement l'ensemble de la connaissance qu'on peut avoir du territoire, c'est aussi d'atterrir sur des objectifs communs. Alors ces objectifs communs, on en a plusieurs qui sont fixés plus ou moins par les textes. C'est l'exercice du SAGE s'inscrit dans une politique de l'eau, mais ils ont été aussi largement retravaillés, débattus, discutés avec l'ensemble des partenaires. Et c'est pas fini, donc le travail qu'on fait ce soir participe à fixer cet horizon commun. La stratégie, c'est en fait aussi une question d'efficacité, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire Yaka Faucon ou je rêverai d'eux. D'abord parce que vous êtes plusieurs, peut-être une centaine là ce soir à avoir chacun un point de vue sur c'est quoi l'objectif final. Et on ne pourra pas tous les atteindre, et peut-être même qu'il y en aura qui seront en contradiction les uns avec les autres. Donc la stratégie, c'est fixer un objectif, c'est fixer aussi des moyens pour y arriver le mieux possible, c'est-à-dire sans forcément tout raser, tout recommencer à zéro. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, on part de quelque chose qui existe, et c'est comment on transforme progressivement notre environnement aujourd'hui vers de façon à atteindre justement ces objectifs qu'on poursuit, qui sont en fait des objectifs de bon sens. C'est tout simplement continuer à vivre dans un territoire sympa, avoir de l'eau potable sans se préoccuper forcément au quotidien des questions sanitaires, pouvoir se baigner quand on en a envie, etc., etc. Ce sont des choses finalement assez simples à expliquer, mais dont la manière qu'on a d'y arriver, elle peut se révéler assez complexe. Alors, on est aidé bizarrement dans cette approche stratégique par quelque chose qui est en train de nous percuter et qui a remis en fait au cœur du débat public le fait que tout ce qu'on avait jusqu'à présent ne devient plus une évidence. Et ça s'appelle les changements climatiques. Et c'est pour ça qu'on en a fait le facteur numéro un, finalement la porte d'entrée de cette grande réflexion collective. Ce défi numéro un, c'est en fait le défi de l'organisation, non pas du passé, mais de ce qui nous attend demain. Et donc, on a tout un travail qui a été posé, notamment pour arriver à qualifier finalement qu'est-ce que pourrait être cet horizon qui nous attend demain. Alors, ça a été dit, je ne vais pas le redire, mais tout le monde a bien vu depuis des décennies que la neige n'est plus ce qu'elle était autrefois. Et si la neige fond plus tôt, par exemple, eh bien, ça veut dire que on aura moins de fonte des neiges au cœur de l'été quand on en a vraiment besoin dans la partie pyrénéenne. Or, c'est cette neige-là qui alimente la totalité des cours d'eau, à partir duquel va se construire une grande partie de l'économie locale. Donc, on voit bien qu'à partir d'un petit élément qui paraît réservé des scientifiques, en fait, c'est toute l'économie, la socio-économie même, les équilibres territoriaux qui sont complètement bousculés potentiellement. Donc, avoir une stratégie, c'est avoir une clé de lecture du futur qui soit la plus réaliste possible. Il ne s'agit pas de forcément dramatiser ou au contraire de minimiser les questions, mais d'essayer d'être lucide par rapport à ce qui arrive. Et c'est une chance parce que ça nous permet finalement, c'est un petit peu un exercice, un examen de conscience finalement de qu'est-ce qu'on a fait de notre territoire et comment on peut le transformer.
Donc, la première partie de la stratégie, ça a été de bien qualifier cet horizon et de le mettre à disposition de tous, parce que il n'y aura de politique réussie que si elle est comprise, et elle est comprise si elle est fondée, qu'elle est argumentée. C'est-à-dire que on évite les fake news, comme on dit en bon français, et on essaye de rester sur des choses assez qualifiées, assez robustes sur le plan de ce qui nous attend. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate qu'on avait des problèmes sur ce territoire et que ces problèmes peuvent avoir un futur qui forcément n'est pas forcément la stabilité, la stagnation. Et pour résoudre les problèmes, je vais prendre par exemple un exemple que vous connaissez tous quand vous vous promenez dans les campagnes, c'est celui de l'érosion. L'érosion des sols, quand on a des sols nus, eh bien on peut avoir de la terre qui s'en va. Cette terre qui s'en va, ben, c'est du potentiel à l'agriculture qui s'en va aussi, hein, c'est de la richesse qui s'en va, mais c'est aussi un problème à l'aval pour les poissons qui habitent dans les eaux qui sont boueuses, ou aussi qui vont servir par exemple à la production d'eau potable. Eh bien, tout simplement, la stratégie, c'est quoi? C'est de se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait régler ce problème? Et on s'aperçoit que pour régler un problème qui est des eaux boueuses, eh ben, il faut qu'on en comprenne tout le processus. Pourquoi il y a des eaux boueuses? Ah, il y a des eaux boueuses parce qu'il pleut fort sur des sols nus. Ah, pourquoi y a-t-il des sols nus? Eh bien, parce que l'agriculture, la pratique actuelle, c'est de travailler comme ça. Ah, et est-ce qu'on pourrait faire autrement? Eh bien, c'est par exemple tous les éléments de stratégie en disant, ben, pour répondre à cette question, on s'aperçoit qu'en fait, il ne faut pas uniquement corriger le problème de l'eau quand on constate qu'elle est boueuse, mais c'est bien en avant, c'est bien en amont par les hydrologues, c'est bien en amont de la question qu'il faut travailler. Et là, on se dit, et c'est un consensus qui est extrêmement important, qui n'est pas si simple que ça, hein, qui est de considérer que l'essentiel du territoire appartient soit à un espace montagnard, avec la partie élevage, soit un espace très agricole, hein, vous êtes dans un monde rural, et que donc il n'y aura pas de stratégie efficace si on n'associe pas, si on n'embarque pas, j'allais dire, toute la profession agricole, et ça c'est le tout deuxième enjeu important d'une stratégie, c'est qu'on l'a fait avec des gens. Et au travers de cet exemple du changement climatique qui va peut-être faire des pluies plus violentes, donc des érosions plus risquées, des problèmes pour les cultures aussi qui vont avoir peut-être plus soif demain, on arrive sur la partie du sol, du végétal, et là on va dérouler tout un tas de stratégies. Ah ben le bon sens, c'est de dire on va faire par exemple des haies au milieu des champs pour bloquer le chemin de l'eau, pour faire en sorte qu'elle soit ralentie. Tout ça, c'est une bonne idée. On va aussi impliquer les collectivités territoriales dans cette affaire-là, parce qu'après tout, dans les aménagements qui sont liés à l'urbanisme, on pèse aussi sur l'occupation du sol. Donc il y a peut-être aussi des choses à faire. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est en train d'organiser, de mettre en scène, à la fois au service d'un projet, à la fois différents acteurs, différents territoires, et qu'il faut qu'on mette surtout tout ça en cohérence. Il ne s'agit pas de dire je vais répondre au problème 1 en créant un problème 2. Et c'est toute la difficulté de ce terme de défi qu'on a dans cette stratégie, dans lequel on a exposé avec des mots simples quels sont finalement les grands axes du travail qui nous attend, avec mettre l'eau, les sols et le végétal, ben, tout simplement parce que tout commence par le sol, la pluie tombe sur le sol, tout commence par là, et on va vraiment travailler autour de toutes ces questions. Donc avec le monde agricole, mais pas que. Ensuite, les problèmes de pollution, ça a été dit, mais la pollution, c'est infiniment complexe. Il y a certaines pollutions, on a énormément de mal à les tracer. On ne sait pas d'où vient la pollution. Regardez celle des PFAS qui nous a sauté un petit peu à la tête là, dans ces derniers temps. Elle était complètement invisible jusqu'à il y a peu. Donc tout ça peut arriver. Comment on prévient ce type de risque? Et ça, c'est aussi une notion très importante de risque qualitatif. Et on a aussi le risque quantitatif. Nos barrages de montagne se rempliront peut-être moins bien. Est-ce qu'on peut vivre avec des barrages moins bien remplis? Comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut s'adapter pour ça? Eh bien, peut-être qu'il va falloir repenser les règles de partage de l'eau, peut-être augmenter la capacité de stockage sur le territoire. Encore faut-il que ces stocks du futur puissent se remplir. Et là, on revient à nouveau sur les aspects hydrologiques et climatiques. Et puis enfin, je crois que c'est un point qui est tout à fait important parce que sinon tout le reste ne serait qu'un exercice d'ingénieur. C'est qu'en fait, ces éléments ont été débattus et toutes les idées communes qu'on a tous finalement, en disant ben, je ferme l'eau du robinet, est-ce que ça va suffire à répondre au problème? On sait tous intimement que c'est pas ça la réponse, mais que si on commence pas par fermer l'eau du robinet chacun, ça marchera pas. Et ben en fait, le processus, et c'est enfin le défi peut-être le plus politique de tout ce qui nous attend, c'est d'arriver à convaincre vous tous qui êtes autour de là, si vous arrivez à convaincre une, deux, trois, quatre personnes autour, eh bien, ça se démultiplie, que les éléments qui ont été identifiés comme importants, cohérents et efficaces pour que demain on vive bien, eh bien, il va falloir les porter, accompagner tout ça, ça va coûter de l'argent, ça va aussi coûter de l'organisation nouvelle,
Donc des déplacements peut-être de certains lieux de pouvoir, pourquoi pas. La question de l'aménagement du territoire forcément interroge tout le monde. Voilà. Et c'est un peu tout ça qu'on essaye de mettre en musique, qui a été présenté. Et une fois de plus, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est un travail qui serait trop conséquent et qui dépasserait trop largement notre présentation. Merci beaucoup Bruno et merci à toi d'avoir respecté le temps qui t'était imparti. C'est précieux pour la bonne tenue de cette réunion. Je vais peut-être vous inviter avant de passer à la mise en avant des expériences sur le territoire et avant de passer la main à nos intervenants qui sont présents ce soir, je vous propose d'ouvrir pour une quinzaine de minutes un temps de questions, de clarification sur la stratégie. Si vous en avez, je n'ai pas vu moi de questions en tout cas ou de réactions mentionnées par écrit dans le chat, mais voilà, on peut collectivement ouvrir ensemble un temps d'interaction pour que vous puissiez poser vos questions si jamais vous en avez à l'issue de la présentation de la vidéo, du synoptique, de la stratégie et des compléments apportés par Bruno. Questions qui pourront être adressées soit à Bruno Coupry, soit à l'équipe d'animation du Sage ou encore à Monsieur Gonella, le président de la Clé. Voilà, c'est jamais évident, je crois, de commencer à poser la question, hein, que ce soit en réunion physique ou en réunion visio. Mais je vous invite, si vous le souhaitez, à utiliser du coup la fonction lever la main qui se situe en bas de votre écran avec le petit onglet réagir par le cœur. Et ensuite, vous avez la possibilité de lever la main pour que je puisse vous voir. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a une question de clarification ou souhaite prendre la parole sur ce premier temps de réunion? Pour l'instant, je ne vois pas de main. Vraiment, je veux bien que tu m'aides à... On, Si jamais je vous oublie. on Bruno, peut compléter, je vais prendre la parole Ouais, puisque c'est mais juste tu as pour du dire temps? un axe, non, puisque j'ai du temps, j'en profite, je suis très bavard. Non, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que aussi dans les axes stratégiques, dans les moyens qu'on met, rappeler quand même que ce qui est mis en avant, c'est pas interdire, c'est plutôt tester, essayer des sujets, voir là où ça marche et expérimenter. Ça, c'est un point aussi que je n'ai pas évoqué en introduction, mais je vois extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une construction collective, dans les réponses à faire et qui sont testées. Parfait. Merci Bruno. Ça a laissé pile le temps à l'émergence des premières questions que je vous propose de relayer. Je vais commencer par la première peut-être qui a été posée par Madame Bonne sur la question notamment des finances, ou en tout cas des moyens financiers. Est-ce que le SAGE a les moyens financiers de ses ambitions? Peut-être pour des éléments de réponse sur cet aspect, je vais me tourner vers la salle, côté peut-être équipe d'animation, Karine? Oui, alors là, on est sur la phase de stratégie, des directions. On rentre dans une phase de le plan d'aménagement et de gestion durable et le règlement. Et dans cette phase-là, toutes les propositions qui vont être faites sur la base de la concertation, avant, il va y avoir des arbitrages, et toutes ces propositions vont être chiffrées. Donc, il y aura une évaluation socio-économique de tout ce plan d'action. Et à ce moment-là, la clé devra faire des arbitrages, définir des priorités. Est-ce que c'est à la hauteur du territoire, justement, puisque je vous ai dit, la clé ne fait pas, mais ce sont bien les maîtres d'ouvrage du territoire qui font. Est-ce que ce qui est posé est en adéquation avec les possibilités du territoire? J'espère avoir répondu. Donc, on aura la réponse à la prochaine étape. Merci beaucoup pour ces premiers éléments. J'avais vu une main levée. En effet, Benjamin me le souligne. Je suis désolée, je crois que je n'avais eu le temps de n'enregistrer que votre prénom, Sabine. Si vous souhaitez intervenir, ça peut être le moment tout à fait. Je vous laisse soit prendre la parole, soit relever la main. Je vous ai complètement perdu parce qu'on est assez nombreux ce Voilà. soir. Ah, je vous ai. Madame Oui, Martin. Je vous en prie. voilà. Ben, je pensais qu'il y avait beaucoup d'autres questions, donc j'ai laissé la place aux autres. En fait, moi j'étais au comité de bassin de 2014 à 2022, presque là. Et ce que j'entends dans les orientations, ce sont des orientations qui sont très communes au comité de bassin jusqu'à présent, mais depuis octobre, le 3 octobre, où il y a eu ce grand colloque à Bordeaux, sur ralentir.
je crois qu'il y a, parce que dans le ralentissement, il y a l'hydrologie régénérative, il y a les petits cycles de l'eau, etc. Et je ne vois pas ça dans les 5 axes. Et je m'étonne que le nouveau paradigme de l'eau, qui est quand même un événement, hein, le climat et les petits cycles de l'eau, est-ce que dans l'Assemblée, on connaît ce livre qui date de 2007-2008 et qui a été seulement traduit en français et publié en 2025, qui s'appelle Climat et petits cycles de l'eau, les solutions du nouveau paradigme de l'eau. En fait, on entend souvent dire qu'à cause du réchauffement climatique, nous allons manquer d'eau. Évidemment, le réchauffement climatique est dramatique sur tous les choses vivantes qui se passent, quoi. Mais ce n'est pas le réchauffement climatique qui fait qu'on n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau parce que on a complètement corrompu le cycle de l'eau. On ne génère plus les petits cycles de l'eau. Tout cela, on arrache les haies, on enlève les zones humides, on arrache les arbres. Et en fait, c'est ça aujourd'hui qu'on sait. On sait, le GIEC le dit, il y a plein de scientifiques qui le disent. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est recréer des petits cycles de l'eau pour pouvoir atténuer justement la sécheresse des sols. Il faut Mm. rehumidifier les sols parce qu'aujourd'hui, on en arrive à des situations catastrophiques avec le retrait gonflement d'argile, j'ai entendu cet après-midi qu'il y avait au comité, c'est pas le comité, où on Mm. dit qu'en fait, aujourd'hui, le retrait gonflement d'argile coûte plus cher aux assurances que les inondations. Alors, en fait, on est en... Ce qu'il faut faire aujourd'hui, et c'est ça qu'on appelle le nouveau paradigme de l'eau, et il y a de plus en plus de données qui datent déjà depuis 2010, hein, mais c'est marrant que ça ne passe pas dans les comités de bassin. Il faut remettre de l'eau dans les sols, c'est ce que dit Emma Aziza, ce que dit... Mais plein Bonjour, de gens Madame le disent, et il Martin. suffit... Mais aussi de respecter l'évapotranspiration. Je me souviens, lors d'un Je me comité de bassin, permets, Madame Martin, de peut-être relayer votre... Oula, je ne vous entends plus, mais je me permets de vous couper en toute bienveillance et de relayer votre question qui, je crois, était assez complète. En tout cas, moi, que j'ai bien comprise dans son entièreté, notamment sur quelle place dans cette stratégie pour le nouveau paradigme autour de la prise en compte du petit cycle de l'eau et surtout du ralentissement de l'eau sur le territoire. Je me permets de me tourner vers Bruno, peut-être pour une explicitation sur ce sujet. Oui, oui, bah, elle est centrale, hein. Je veux dire, quand on met le sol au cœur de la stratégie, ça paraît loin de l'eau et pourtant c'est bien de ça dont on parle, hein. C'est-à-dire que tout commence à la goutte de pluie quand elle arrive au niveau du sol. Qu'est-ce qu'on fait pour la ralentir? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas la corrompre, hein, comme on l'a dit tout à l'heure? Et c'est vrai que c'est vraiment... non, non, je crois qu'on est vraiment, alors qu'on l'a peut-être, je l'ai peut-être pas dit assez dans la présentation parce que c'est très rapide, mais c'est vraiment, là, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, c'est restaurer le maximum de fonctions naturelles qui permettent de garder l'eau le plus longtemps possible sur le territoire. Sachant que c'est pas non plus complètement magique, hein. On est sur un bassin où, par exemple, on n'a pas beaucoup de nappes souterraines qui permettraient un stockage saisonnier de longue durée. Et c'est quand même une vraie différence par rapport à d'autres territoires qui ont cet avantage-là. N'empêche que on maintient quand même vraiment au cœur de la stratégie cette action au niveau du sol, du ralentissement et à tous les étages, urbains ou agricoles. Et ça a été complété dans le chat et ça sera transmis par un des participants, le fameux livre dont vous parliez, Madame Martin, dans votre intervention. Je me permets à la suite de relayer une question sur le chat sur l'articulation entre SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et documents d'urbanisme. Quel lien, quel rapport, qui s'oppose l'un à l'autre? Ça a été présenté très rapidement en introduction par Karine. Est-ce que peut-être côté salle, Clé Énergie, je vous laisse apporter des précisions sur ce sujet et le lien entre le SAGE et les documents d'urbanisme. Oui, merci. Ben là aussi, c'est complètement lié. On parlait du sol, le lien entre l'urbanisme et l'eau, il est complètement lié. Une fois que le SAGE sera approuvé, là aussi, c'est défini réglementairement. Il se situe au-dessus de tous les documents d'urbanisme quand on parle de plan local d'urbanisme, intercommunal ou pas, de schéma de cohérence territoriale. Donc le SAGE se situe au-dessus.
Ce qu'on peut retenir là, c'est que les démarches ne fonctionnent pas, ne s'alimentent pas, elles sont pas en silo, mais elles s'alimentent l'une l'autre. Donc, quand il y en a une qui est terminée, si le SAGE n'est pas fini, ben, on travaille déjà énormément avec tous les documents d'urbanisme en élaboration pour qu'ils intègrent dès maintenant les éléments de stratégie et tout ce qui a été remonté, même si le SAGE n'est pas fini. Une fois que le SAGE sera terminé, il sera opposable à tous les documents d'urbanisme qui devront le prendre en compte dans le cadre de leur révision. Donc, il y a un lien très fort. Là aussi, je vais aller très vite, mais vous avez une page dédiée sur le site du SAGE Nest et Rivière de Gascogne sur eau et urbanisme qui va vous expliquer vraiment dans le détail comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Karine, pour ces précisions et ces éléments. Et je vois peut-être une dernière, alors à la fois interrogation, mais qui comprend aussi une question dans le chat qui pose la question notamment de l'utilisation de l'eau potable pour certains usages et qui pourrait inviter notamment à repenser les réseaux pour utiliser d'autres sources d'eau pour des usages peut-être qui demandent beaucoup d'eau potable et qui n'en ont pas forcément l'utilité. Moi, ça me donne envie peut-être, Bruno, de te demander dans cette stratégie la modification de nos usages finalement et de l'affectation des ressources en fonction des usages. De quelle manière elle est présente dans cette stratégie et où est-ce qu'elle s'incarne? On va la trouver notamment effectivement sur tous les usages de l'eau ou du sol, hein. Une fois de plus, j'insiste encore sur cette dimension de l'espace. Tout ce qui nous permet d'être économe en ressources, quelles qu'elles soient, est toujours mis en avant, hein. On commence par les économies, par exemple sur le carbone, hein. Ça fait partie aussi des éléments qu'on met dans la défi stratégique. L'économie d'eau, l'exemple qui a été cité notamment sur les doubles réseaux qu'on peut avoir. Alors, ça pose des tas de questions, hein, techniques, sanitaires, etc. Mais oui, ça fait partie des choses qui ont été explorées. L'accompagnement des bonnes pratiques fait partie effectivement du cœur de sujet. On n'est pas là pour satisfaire une demande, mais vraiment pour répondre aux besoins et le plus sobre possible, hein. En fait, dans chacun des défis, on va retrouver une partie qui, de près ou de loin, peut correspondre à cette approche de sobriété et d'efficacité, hein. Sur la réhute, on n'a pas d'exemple complètement clair, mais il faut aussi savoir que, par exemple, à l'aval des stations d'épuration, l'eau qui est rejetée, le fait qu'elle repasse par une rivière, ben, ça participe aussi quelque part au débit de ce cours d'eau parfois, mais on peut aussi réfléchir à son exploitation, à son utilisation pour d'autres usages, bien évidemment. Moi, je me permets peut-être en complément parce que vous m'offrez là une transition qui est parfaite vers la mise en avant des expériences et des expérimentations qui sont faites sur le territoire parce qu'il y en a une justement qui fait un focus sur cette question des économies d'eau. Juste avant peut-être de passer la parole aux premiers intervenants qui vont nous présenter leur retour d'expérience, vous soulignez en effet que j'ai bien pris connaissance des deux commentaires complémentaires dans le chat qui, à mon sens, sont plutôt des réactions que des questions de clarification. Je me permets donc de ne pas les relayer telles quelles à l'équipe d'animation du SAGE ni à Bruno, mais évidemment, elles seront bien prises en compte, notées dans la note d'ambiance et elles feront l'objet, en tout cas, elles seront contribuées et versées à la synthèse et au compte-rendu qui sera fait de cette réunion. Si ça convient à tout le monde et je n'ai pas vu d'autres mains levées, je propose, je vais passer tout de suite la parole à Benoît Papin, qui est responsable d'exploitation chez Arkema, et qui va nous présenter une expérience, une expérimentation qu'ils ont mis en place pour améliorer leurs infrastructures en vue de réduire leur consommation en eau. Je vous laisse la main tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Benoît Papin, donc responsable d'exploitation sur l'usine Arkema de Lannemezan, hein, donc qui est sur le plateau de Lannemezan, donc voilà, au pied des montagnes. Donc, l'usine existe depuis 1916, hein, donc c'est une activité industrielle très très ancienne qui a évolué, mais qui est là depuis voilà plus de 100 ans. Et historiquement, l'usine utilise l'eau du canal de l'Annès pour ses activités industrielles. Depuis les années 2010, on consomme à peu près 5 à 7 millions de mètres cubes d'eau par an. Et on a eu différents projets sur les dernières années pour réduire cette consommation d'à peu près 1 à 1,5 million de mètres cubes. Cette action, on l'a menée puisque
on avait une démarche d'optimisation de la ressource en eau. Arkema est engagé dans une démarche globale de réduction de ses consommations, à la fois en eau et en énergie, avec des objectifs aussi de respecter l'accord de Paris. Et donc, on a des bilans qui sont faits régulièrement et l'usine faisait partie des 5 plus gros consommateurs d'eau du groupe Arkema. Et donc, voilà, on avait donc un objectif important de réduire cette consommation pour diminuer notre empreinte en termes de prélèvement. Donc, on a eu plusieurs travaux avec un objectif. On avait estimé notre objectif de réduction de 0,8 million de mètres cubes par an. Vous pouvez passer au slide suivant, du coup. Voilà, alors, ce qu'on voit là, on voit une petite photo. La photo en haut à droite, c'est notre station de pompage sur le canal de la Neste. Et donc, on a mis, c'est pas forcément des gros investissements, mais c'est une succession de petits investissements. On va toujours chercher les choses les plus faciles d'abord, puis après, il y a des choses plus compliquées. Mais on est allé petit à petit. On a d'abord cherché à mieux mesurer nos usages en interne. Donc, on a mis des mesures de débit, des mesures de température sur nos réseaux pour bien comprendre comment se répartissait notre consommation d'eau. Est-ce qu'on pouvait peut-être avoir des surconsommations, des usages inutiles. Et puis, on a mis en place petit à petit des régulations automatiques, notamment sur la gestion des pompes au niveau du canal, donc, qui sont dans le bâtiment qui est sur la photo, pour mieux gérer, parce que là aussi, l'usine est historiquement très vieille, avait beaucoup d'activités industrielles qui se sont réduites avec le temps. Et donc, on a forcément des pompes qui étaient à la limite surdimensionnées par rapport à nos besoins. Donc, on a mis en place des régulations pour mieux piloter ces pompes-là et limiter notre pompage. Et puis, on a aussi réutilisé des sources d'eau en interne, puisqu'en fait, on a ce qu'on appelle un bassin de secours. Le site est un site classé Seveso, donc avec des risques chimiques importants. Donc, on doit être capable d'être autonome pour arrêter notre unité, nos installations. Et donc, on a un bassin de secours qu'on n'utilisait pas en fait en usage de l'eau. Donc, on stockait de l'eau, mais dont on ne se servait pas. Et donc, voilà, là, on l'utilise, ce qui nous permet, notamment en période hivernale, d'avoir de l'eau toujours assez fraîche pour nos besoins industriels et de ne pas avoir à pomper sur le canal. Donc, le bilan, c'est qu'on a effectivement eu des gains plus importants qu'attendus, puisqu'on a économisé 1,5 million de mètres cubes d'eau. Ça a aussi permis d'accroître la sensibilité des équipes sur la gestion de cette ressource. Voilà, on a travaillé avec les différentes équipes de fabrication, de maintenance, des bureaux d'études. Donc, ça a permis de sensibiliser vraiment les gens au quotidien sur la gestion de cette ressource. Et puis, on a d'autres étapes, avec d'autres projets pour continuer à poursuivre cette trajectoire d'économie en eau. Et le coût, donc, vous le voyez sur le slide sur les petites gouttes d'eau. Donc, on a eu cette opération-là qui nous a permis d'économiser à peu près un peu plus d'1 million de mètres cubes, a coûté 350 000 € avec un soutien de l'agence de l'eau, une subvention de l'agence de l'eau sur ce projet. Merci. Voilà, timing à peu près respecté. Tout à fait. Je me permets juste du coup de vous relayer une petite question de compréhension tout de suite qui était dans le chat. Si vous pouvez nous préciser ce que produit cette usine. Donc, l'usine de Lannemezan produit de l'hydrate d'hydrazine, donc qui est un produit utilisé en intermédiaire chimique et un des usages pas forcément très connu, mais qui sert dans le traitement de l'eau des centrales nucléaires. Et après, il y a aussi des produits dérivés qui sont vraiment liés plus après dans la partie plus intermédiaire chimique, agent de polymérisation. Parfait. On arrive à la fin des 5 minutes. Juste peut-être une dernière question, en effet, de comparaison pour accompagner les chiffres que vous avez présentés d'économie d'eau. Est-ce que vous avez le ratio global, c'est-à-dire 1,1 à 1,5 million de mètres cubes d'économisés sur combien de... C'est ce que je mettais sur le premier slide, on était entre 5 et 7 millions de mètres cubes. Voilà, parfait. Pour les questions de clarification, ce que je propose... Ça fait à peu près 20%. 20%, tout à fait. Ce que je vous propose à toutes et tous, c'est qu'on laisse la place au deuxième intervenant pour nous présenter aussi son retour d'expérience et qu'on puisse après ouvrir un temps d'échange et de réaction
à l'issue de ces 30 minutes là, de 25 minutes de présentation à la suite. L'occasion pour moi aussi de réintroduire, et Monsieur Papin, merci beaucoup d'avoir débuté ces retours d'expérience. Je voulais m'appuyer sur le vôtre pour vous dire que notre ambition était bien de présenter la stratégie et ses retours d'expérience pour faire la démonstration que l'ambition de la clé et de l'équipe d'animation du sage était de faire un sage de projet. Et donc, on a voulu ce soir vous mettre en avant des expériences qui sont concrètes, des initiatives qui sont inspirantes, qui sont déjà en cours sur le territoire et qui viennent euh, montrer, entre guillemets, la cohérence qu'il y a avec la stratégie du sage, et qui viennent illustrer les défis qui vous ont été présentés plus en amont. Pour avancer, et je prends bien note de, de toutes vos questions sur le chat, et je prendrai aussi en compte vos questions orales, je vais laisser la parole à Monsieur Delange de la communauté de communes Albret Communauté pour un retour d'expérience sur la restauration des rivières. Bonjour à tous. Je suis Julien Delange, responsable du service environnement à la communauté de communes Albret Communauté. On est situé en Lot-et-Garonne, à l'aval des cours d'eau qui sont pour nous en fait les Auvignons, la Baïse et la Gélisse principalement. On reçoit l'ensemble des cours d'eau qui traversent le Gers. Et en tant que collectivité, on a la compétence GEMAPI, qui est la compétence gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. Et c'est à ce titre que je vous présente les actions qu'on a menées, enfin une action qu'on a menée sur la période 2000-2022 relatif à une problématique en fait qui concerne à la fois le risque inondation et en même temps la restauration du milieu cours d'eau. On a pu travailler sur un site qui fait à peu près 2 km 300 en deux phases. Une phase test dans un premier temps et ensuite une phase de travaux un peu plus conséquente pour aboutir à ce linéaire, avec l'ambition effectivement de travailler à la fois sur le risque inondation, puisqu'en fait, on réceptionne, comme je le disais, l'ensemble des eaux du Gers et on est confronté à des inondations assez récurrentes sur nos cours d'eau. Et donc, comme on est sur des cours d'eau relativement rectifiés, recalibrés, qui ne sont plus trop naturels, les vitesses d'écoulement ont tendance à avoir des conséquences assez significatives, voire parfois dramatiques, comme on avait pu avoir le cas en 2023. En fait, une des solutions qu'on a pu trouver, c'était de rectifier, voilà, de retravailler les cours d'eau en retravaillant notamment les largeurs et la possibilité d'avoir un travail latéral au niveau des cours d'eau. Sur les schémas ici présentés, on voit qu'en fait, sur certains secteurs, on a pu, avec l'opportunité foncière et l'accord des propriétaires, en fait, reprendre des berges qui étaient classiquement sous une forme trapézoïdale caractéristique des cours d'eau recalibrés et rectifiés, et venir retravailler le talus de la berge. On voyait le résultat sur la photo de la slide précédente, ce qui nous permet à la fois de permettre au cours d'eau, lorsqu'il est en crue, d'avoir une surface d'écoulement beaucoup plus importante, avoir une latéralité plus importante, et donc de ce fait d'avoir aussi une résistance de frottement, on va dire, qui ralentit malgré tout sur des linéaires conséquents et des travaux de reméandrage en parallèle. Ça permet quand même de ralentir les écoulements. Alors, ça suffit pas sur un petit secteur, mais c'est déjà un premier pas. Et donc de retravailler en même temps le module, donc l'eau et à l'étiage lorsqu'il y a peu d'eau. Donc en fait, on a eu une opération qui était assez complète et qui avait à la fois des effets sur les écoulements en période de crue, mais aussi en période d'étiage lorsqu'il y a peu d'eau, pour redynamiser
les typologies d'écoulement et avoir un peu d'eau toute l'année. Voilà, parmi les enseignements, bon, ben, ça a été positif en termes de suivi par rapport aux espèces présentes en termes piscicoles, diversification des habitats. On a eu quelques difficultés du fait de l'ouverture du milieu qui était auparavant sous une ripisylve, donc d'arbres. Le fait d'avoir ce chantier a occasionné aussi la survenance d'espèces invasives temporaires qui vont, on espère, redisparaître lorsque la végétation aura repoussé. Et aujourd'hui, on est très satisfait de ce chantier et on a pour objectif de le prolonger en aval sur un nouveau site qu'on a identifié et pour lequel on aura aussi 1,5 km à peu près de travaux supplémentaires assortis d'un effacement de seuil de moulin. Voilà pour être concis sur le projet. Merci beaucoup, Monsieur Delange, pour l'introduction. Il est vrai que l'exercice de présenter un projet techniquement complexe de renaturation de rivière en 5 minutes n'est pas évident. Je vous remercie d'avoir joué le jeu. Et puis, si parmi vous, vous avez des questions aussi de clarification, on pourra revenir évidemment sur cette expérimentation et sur cette expérience à la suite de l'ensemble des présentations pendant le temps d'échange. Je me tourne du coup dès maintenant pour poursuivre notre mise en lumière d'intervenants vers Raphaël Saint-Nicolas, qui est président du Club mirandais de canoë-kayak, qui va nous parler d'une expérience participative, d'ailleurs, de lutte contre la pollution dans les rivières. Je vous laisse la main. Mais je ne vous vois pas d'un autre côté. Oui, Ah si, ça y est. Oui. Je vous j'arrive. en prie. Je crois que vous avez juste à réactiver votre micro en bas à gauche. Oui, parfait. Voilà, bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Ouais, donc nous, on est Club Mirandais de canoë-kayak. On participe depuis 20 ans entre Béardouce et Mirande, dans le Gers. On a ouvert ce parcours au canoë et au kayak. On a fait une école de pagaie. On a, on a essayé d'organiser et de nettoyer cette rivière parce qu'elle était vraiment très abîmée au départ. Il n'y avait pas eu d'entretien depuis très très longtemps. Et on a réussi à ouvrir ce parcours. Et maintenant, on le fait tous les ans. Depuis 20 ans, on nettoie, on trouve des déchets, des bouteilles, des sacs, des, beaucoup, beaucoup de choses qui ne devraient pas y être, malheureusement. Voilà. La récolte des déchets, on l'organise une fois par an pour nettoyer la rivière avant l'été, avant que les touristes arrivent. C'est quand même plus propre de voir la végétation et la faune et la flore que des sacs en plastique et des sacs ou des guirlandes de plastique dues à l'agriculture ou à ou à des inondations qui arrivent des fois avec les crues, qui ravagent les fossés et qui embarquent tout au niveau de la rivière. Voilà. Après, on constate de nombreux déchets sur les berges, oui. Assurer une libre navigation, j'aimerais bien la faire de Mirande jusqu'à Beaucaire et après continuer, arriver jusqu'à la Garonne, hein, quasiment. Ce serait bien de la rendre navigable. Préserver cette ressource en eau pour nous, parce que c'est bien, il y a des barrages en continu, donc l'eau, elle reste stagnante. Il y a quand même un débit. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, on vous entend. Je vais juste couper le micro de la salle. Je vous en Ah, prie. ok. Voilà, après, si l'eau, elle reste, on pourra continuer à naviguer. Il y a des endroits qui seront plus difficiles, parce qu'il y a quand même des gravières qui apparaissent de plus en plus. Et le niveau d'eau baisse de plus en plus et de plus en plus long, quoi. En fait, on a des niveaux très très bas pendant de très très longues périodes. Donc c'est vrai qu'après, pour l'aval, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais pour l'amont, on sera obligé de réduire nos trajets, quoi. Voilà, quand on fait cette opération-là, on a des sacs de plastique pour récupérer nos déchets. On le fait principalement en canoë, à la rame, et après on intervient avec des bénévoles
On est à peu près 5 ou 6 dans le club à coordonner cette pratique. Voilà, et après on essaie de l'élargir, mais c'est vrai que pour faire de la publicité, pour venir ramasser les déchets, c'est pas très attirant, j'avoue. Mais voilà, après, on essaye tous les ans d'avoir une dizaine de personnes pour faire un petit parcours. Et là, si on continue à augmenter le parcours, il faudra qu'on intervienne sur les communes qui sont intéressées par le trajet. Et on va essayer de développer ça avec le département et la région. Voilà. Sensibiliser de plus en plus les collectivités à ça, parce que c'est vrai que les barrages, ils sont des fois en piteux état. Il va falloir penser aussi à les rénover, parce que s'ils cassent, ça va poser des problèmes en amont pour l'irrigation. Donc, il va falloir peut-être faire un état des barrages. Et après, élargir ouais, tout au long de la Baïse jusqu'à la Garonne, quoi. Voilà, ça serait bien. Et moi, j'aimerais bien, dans la réflexion, faire un itinéraire vert sur l'eau. Voilà, de partir de Mirande et d'arriver jusqu'à la Garonne, en canoë. Voilà, c'est l'idée. Parfait. Merci Voilà. beaucoup. Est-ce que vous voulez peut-être des précisions sur les quantités de déchets ramassés en moyenne? Je vois le chiffre. Alors, nous, on a ramassé au départ, on ramassait entre 500 kilos de déchets, tout au début. Maintenant, on est entre 100 et 200 kilos, voilà, parce qu'on a ramassé l'année dernière à peu près une centaine de kilos de déchets. Parfait. On n'est peut-être pas à 100, mais un peu moins. Voilà. Et je trouve que ça s'améliore quand même, parce que par rapport au début, aux années, je dirais 2000, parce que le club a existé à partir de 98. Là, on est en 2025. On trouve encore du plastique, des bouteilles et quelques tuyaux, mais beaucoup moins qu'avant, quoi. Voilà. Il y a quand même une amélioration. Je vous remercie d'avoir un message positif, Voilà. Monsieur Saint-Nicolas. Même si j'en trouve à chaque séance, quand même, quand on fait du kayak, on trouve toujours des bouteilles, des canettes. Ça, c'est encore très régulier. Mais je pense qu'il faudrait traiter le sujet en amont dans nos pluviales, quoi, pour que ça aille pas Complètement. dans la balise, quoi. Enfin, que ça aille pas dans les rivières, de toutes les rivières, quoi. Je pense Bah, qu'il y a un traitement à faire avant. mm. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour la mise en lumière Mm, de votre initiative, la mise en lumière aussi des bénévoles et des personnes qui mm. mettent en action et qui font vivre cette action. Je vois qu'elle suscite des réactions que je vous Ouais. retransmettrai tout à l'heure et Mm, notamment des propositions. En tout cas, mm. c'est aussi l'occasion pour vous de peut-être recruter Oui, de tout à nouveaux fait. bénévoles S'il y en a qui dans sont le cadre de intéressés. cette assemblée. Voilà. J'ai Voilà. bien pris note des propositions et des réactions. Je vous propose de les relayer à Monsieur Saint-Nicolas juste après, mais de Mhm. poursuivre dans l'explicitation et la mise en lumière de nos expériences et initiatives en laissant la parole à Monsieur Boulin, qui est responsable agriculture durable et communication à la coopérative Val de Gascogne. Je vous en prie. Bonsoir à toutes et à tous. Geoffrey Boulin, du coup, responsable agriculture durable et innovation pour le groupe coopératif Val de Gascogne. C'est vrai que Monsieur Ouais. Boulin, on vous entend un petit peu de loin. Ouais. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est vrai que j'ai l'impression que plus vous êtes proche, mieux c'est. C'est pas Ouais, évident je pour vais vous, faire au mais mieux. Je vais faire au mieux. Euh, du coup, le groupe coopératif Val de Gascogne, rapidement, on est implanté sur 6 départements, principalement le Gers et la Haute-Garonne, et une partie des départements limitrophes. Une coopérative principalement céréalière. Et on collecte environ 400 000 tonnes de céréales sur ce territoire, qui au passage correspond pas mal au territoire du Sage, puisqu'on couvre une bonne partie en commun. L'objectif de la présentation aujourd'hui et de ce qu'on fait, c'est de promouvoir un petit peu l'agroécologie au service de l'eau. On a lancé un projet en 2024, une initiative qui s'appelle le projet Covalo Sud-Ouest, et qu'on mène en partenariat avec une association à laquelle on adhère depuis 2023 qui s'appelle Pour une agriculture du vivant, avec un objectif, c'est de massifier la transition agroécologique sur le territoire, en recherchant notamment des financements assez inédits, qu'ils soient publics ou privés, pour justement accompagner les agriculteurs de ce territoire à, à se lancer dans l'agroécologie. Alors le constat qu'on fait, c'est que on a été initialement euh, interpellés par certains agriculteurs souhaitant justement changer leur pratique et être accompagnés techniquement. Donc c'est ce qu'on a fait dès 2020, avec un objectif aussi à l'échelle de
notre zone d'intervention, c'est de pouvoir améliorer la qualité de l'eau, hein, en ayant un meilleur état écologique, chimique, du coup sur des aspects à la fois qualitatifs mais aussi quantitatifs, d'avoir une meilleure sobriété, hein, des consommations et surtout une meilleure résilience des exploitations agricoles face au changement climatique. C'est aussi un défi majeur qu'on partage aussi avec le SAGE. Et on l'a évoqué aussi sur des témoignages précédents. On est aussi sur un territoire qui est sensible à l'érosion des sols. Et effectivement, l'agroécologie peut aussi répondre à cet enjeu et à ce défi. Pour détailler un petit peu le projet Covalo et ce qu'on cherche à faire à travers ce projet-là, la première des choses, c'est de travailler sur des outils, des indicateurs communs qui permettent d'évaluer la performance agroécologique des exploitations agricoles. En l'occurrence, il s'agit de l'indice de régénération, hein, qui est un outil qui est développé par l'Association pour une agriculture du vivant et qui permet à la fois de pouvoir évaluer la performance agroécologique d'une exploitation agricole, mais surtout de mettre en lumière les leviers à activer et à mettre en œuvre sur les exploitations pour améliorer les pratiques. Parmi ceux-là, on retrouve des leviers qui sont déjà connus, hein. La mise en place de couverts végétaux pour couvrir le sol d'une bonne partie de l'hiver en particulier, plutôt apporter des amendements organiques, allonger les rotations et aussi réduire le travail du sol. En parallèle de ce travail sur les outils et les indicateurs, en tant que coopérative agricole, notre rôle, c'est aussi de valoriser la production de nos agriculteurs, adhérents et coopérateurs. Et donc, on vient de créer une coalition, c'est la coalition Sud-Ouest, du coup, par rapport à ce projet-là, avec des partenaires engagés, en particulier des industriels de Laval, des clients de la coopérative industrielle, qui transforment justement les céréales, en particulier pour l'alimentation humaine, mais pas que, puisque une partie des productions on a la filière animale aussi. L'idée étant, encore une fois, de pouvoir créer des modèles économiques pour accompagner cette transition, c'est-à-dire qu'on a commencé à évaluer les coûts de la transition pour les agriculteurs, qui aujourd'hui, je le rappelle, sont dans une situation économique pour un bon nombre d'entre eux qui est compliquée. Et l'idée, c'est qu'on puisse aider les agriculteurs à couvrir ces coûts de transition pour qu'ils puissent changer leur pratique. Je fais une petite parenthèse. Il y a un rapport, une grande consultation qui a été menée par The Shift Project, notamment animée par Jean-Marc Jancovici. Et cette grande enquête auprès de plus de 7000 agriculteurs montre que les agriculteurs sont prêts à changer leur pratique à partir du moment où ils peuvent financer et vivre de leur métier. Sur les enseignements, les difficultés qu'on peut rencontrer, on peut voir que l'objectif étant de massifier, aujourd'hui, effectivement, on a un contexte économique qui est compliqué et cet accompagnement permettra d'embarquer le plus grand nombre, on en est sûr. Et en parallèle de ça, en parallèle de tout le travail qu'on fait autour de l'agroécologie et de sa massification, on propose aussi d'autres initiatives comme le recours, l'accompagnement des agriculteurs sur l'utilisation d'outils de pilotage d'irrigation via soit des bilans hydriques, soit des sondes qu'on met dans les sols. Et on a aussi, depuis 2 ans, Val de Gascogne a aussi soutenu la plantation de haies avec un financement pour accompagner aussi les agriculteurs pour qu'ils puissent implanter des haies autour de leurs parcelles. Je vois que le temps est imparti. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Goulin. Vous êtes même en avance un petit peu sur le temps imparti, mais on le prend. Ça nous laissera plus de temps d'échange avec, avec le public. Merci beaucoup pour cette mise en avant. Encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir juste après la dernière intervention qui fait écho à une des questions qui a été posée dans le chat, ou en tout cas un des enjeux identifiés par l'un d'entre vous sur la question des économies d'eau, notamment à l'échelle des usages individuels. Je vais donner la parole à Madame Salle en tant que présidente de la communauté de communes Astarac Arros en Gascogne pour nous présenter votre initiative. Oui, bonjour à tous. Communauté de communes Astarac Arros en Gascogne, située dans le sud du Gers, dont je suis la présidente, effectivement. Peut-être pour dire que nous n'avons pas de compétences spécifiques en matière d'eau, puisque la GEMAPI, qui est de notre compétence, nous l'avons confiée à des syndicats de rivières notamment.
Voilà, donc Madame Salle, pour pardon, excusez-moi, est-ce que je peux juste vous laisser le soin d'expliciter l'acronyme GEMAPI? Ah oui, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, si je ne me trompe pas. Voilà, donc en fait, c'est vrai qu'il n'y avait pas de compétences spécifiques à la communauté de communes pour gérer ce type d'opération, mais nous sommes un territoire engagé pour la nature depuis maintenant 6 ou 7 ans. Voilà, donc c'est des sujets qui nous intéressent fortement et j'ai été abordée par des citoyens, des habitants d'une des communes de la communauté de communes qui avaient eu connaissance d'une expérimentation menée quelque part en France, donc sur de la récupération, enfin des achats groupés de récupérateurs d'eau. Voilà, donc cette proposition m'a semblé très intéressante au premier abord, puisque c'était le moyen de sensibiliser les citoyens et citoyennes donc aux enjeux de l'eau sur le territoire. Notamment parce que nous avons conscience de la fragilité de cette ressource en eau et puis nous avons un fonctionnement particulier du système eau sur notre territoire. Donc voilà, donc nous sommes lancés dans une opération d'achat groupé intégrant également des kits éco-chasse d'eau. Les récupérateurs d'eau, donc pour les habitants, donc c'est un budget de 60 000 € qui a été financé à 70% par l'Agence de l'eau. Et puis dans le cadre d'un appel à projet économie et efficience de l'eau, auquel nous avons répondu. Le reste est donc payé par les habitants eux-mêmes, ce qui propose quand même des récupérateurs de 300 à 1000 litres, donc le prix variant de 36 à 98 €. Et nous avons un objectif de 400 cuves installées pour une économie de 600 mètres cubes. Nous avons donc combiné à ça un kit éco-chasse d'eau avec possibilité pour les habitants de commander un kit donc lors de l'achat d'un récupérateur d'eau de pluie. Ce qui a été fait, donc sur les 130 commandes qui ont été passées, il y en a 93 qui ont aussi commandé un kit éco-chasse d'eau. 72% des commandes, ce qui est pas mal, puisque en fait l'objectif que nous avons est d'installer 500 kits pour une économie de 10 000 mètres cubes. Donc en fait, on voit bien que c'est quand même l'opération qui nous permettra d'économiser le plus d'eau. Voilà, donc nous avons également et nous allons proposer des citernes souples pour les communes, donc entre 60 et 120 mètres cubes. Pour renforcer cette récupération collective, les communes auront également à leur disposition des kits éco-chasse pour les installations sur les toilettes publiques. Voilà, donc il y a, je me suis perdue, pardon. Cette opération a démarré en juin 2025. Nous avons 4 ans pour la finaliser. Le nombre de récupérateurs, le nombre de kits chasse d'eau, on verra si on y arrive. Pour l'instant, on est quand même arrivé à 130 commandes de récupérateurs d'eau de pluie, donc sur les 400 que nous sommes fixés pour objectif. Et puis, il y a une des difficultés que nous avons identifiées, c'est que la communauté de communes n'est pas forcément identifiée pour ce type d'action. Et donc, il faut à chaque fois faire une communication régulière. Ce qu'il y a de sûr, c'est que chaque fois que nous communiquons, il y a un lot de commandes qui arrivent par la suite. Donc voilà, donc on a bon espoir d'arriver à cet objectif-là. Il y a
bon, encore 3 ans d'action, 3 ans et demi même pour y arriver. Nous avons complété par un livret de sensibilisation. Et puis ça nous permet, lors de la distribution de récupérateurs, d'avoir aussi une intervention de la part du CPIE 32, parce qu'on en profite pour sensibiliser à d'autres risques, tels que le moustique tigre, par exemple. Ce qui paraît anodin, mais en fait, la question de l'eau stagnante est aussi un sujet. Voilà. Merci beaucoup, Madame Salle, pour la mise en avant de cette expérimentation, ou même cette expérience, hein. Elle est en cours, on est au-delà même de l'expérimentation. Je vous propose d'ouvrir un temps idem entre 15 et 20 minutes, peut-être de réactions et de questions assez libres, toutefois avec des règles et modérées par moi-même. Je vais vous inviter à utiliser la fonctionnalité, comme tout à l'heure, lever la main si jamais vous souhaitez prendre la parole. Et pour vous laisser un petit peu le temps de réagir ou de clarifier vos questions ou vos réactions, peut-être vous retraduire ce qui s'est passé dans le chat pendant ces temps de présentation. Une première question à laquelle une réponse a déjà été apportée pour savoir si l'entreprise Arkema a été faisait partie en tout cas des 50 établissements industriels engagés dans le plan eau défini à l'échelle nationale. Je vous propose, la réponse a été apportée dans le chat, donc pas forcément y revenir, Monsieur Papin, si ça vous va. Peut-être faire un petit focus sur les différentes interactions et questions qui ont été posées, notamment à destination du club de kayak. Une première que j'ai envie de vous adresser, Monsieur Saint-Nicolas, c'est de savoir si vous avez sollicité un label gardien de la rivière à la mer de la FFCK. Et là, je vous avoue que ma connaissance Oui, du label est limitée, mais oui, alors je vous invite à effectivement, réagir. gardien de rivière, je l'ai été il y a 5 ans. Et depuis, j'ai pas refait la demande parce que je n'ai pas pris le temps. Et il faut le refaire chaque année, en fait. Et depuis que le logiciel avait changé de la FFCK, j'ai été enlevé, gardien de rivière, mais ça n'a pas empêché de continuer. Et je vais m'y remettre, oui. Et on a aussi d'autres clubs sur la rivière, puisque j'ai oublié de préciser, il y a aussi Condon qui est sur la rivière de la Baïse. On a le club de plaisance aussi qui est sur la Rosse, qui fait aussi du nettoyage de rivière, et aussi Auch, qui fait aussi du nettoyage de rivière sur le Gers. Voilà. Il y a quelques kilomètres. En tout, il y a avoir une vingtaine de kilomètres sur la rivière qui est nettoyée très régulièrement, puisqu'on a chacun un parcours défini Mhm. pour faire de l'initiation kayak et promenade. Voilà. Parfait. Et j'en profite aussi pour vous relayer une autre, qui est plutôt une proposition Oui, qu'une question, mais qui serait de j'ai vu la mutualiser fête. avec des temps de ramassage. C'est Voilà. ça. Mm. Vous Ouais, ça avez serait bien compris. d'organiser une fête de ramassage, mais bon, il faudrait aussi peut-être sensibiliser les gens à ne pas jeter dans les caniveaux. Voilà, déjà Et aussi, tout ça à serait pas fait. mal. On en revient à la limitation de la pollution en amont, qui, Oui, je pense, est une des réponses à la question, là pour le coup, qui est assez générique, posée à la suite, hein, que faudrait-il pour rendre d'autres zones navigables? Vous nous avez apporté quelques oui. éléments de réponse. Alors, d'autres zones navigables, il n'y aurait pas beaucoup de travaux à faire sur certains endroits, parce que j'ai déjà quand même fait de Mirande à Mouchès, on a réussi à le faire sans détériorer ni aménager, juste avec des pontons sur le bord de la berge. Donc, on n'a rien dégradé. Et après, si on continue dans l'optique d'aller jusqu'à la Garonne, il faudra voir avec les particuliers qui ont des barrages à eux, qui sont privés. Et donc là, il faut faire des conventions avec eux, les départements et les communes et les communautés de communes pour pouvoir laisser le passage aux touristes et aussi que les particuliers laissent le passage sur le côté droit ou sur le côté gauche, en parlant avec eux, en faisant des actions intéressantes pour eux et en même temps de les aider à nettoyer ou à faire une réfection de leur barrage. Et aussi, ça peut être intéressant pour eux, quoi, suivant les moyens qu'on aura. Et voilà, suivant les moyens, toujours pareil. Voilà. Ça rejoint l'interrogation, la question Oui, posée plus en amont. Merci beaucoup pour ces oui, éléments de réponse. tout à fait. Peut-être à la suite des questions qui sont plutôt adressées à vous, Monsieur Goulin de Val-de-Gascogne, que je me permets, alors deux, que je me permets de vous poser directement. La première, est-ce que vous avez un bilan un petit peu de l'impact de l'agroécologie, notamment sur la diminution de l'utilisation de produits phytosanitaires?
Voilà. Est-ce que vous avez un retour d'expérience à ce sujet? Et la deuxième question que je me permets de vous relayer telle quelle, qui a fait l'objet d'autres réactions, est-ce que à Val de Gascogne, dans notre coopérative, vous accompagnez aussi un changement, en tout cas une modification du type de culture qui peut être mise en place sur le territoire? Alors, pour commencer par la seconde question, oui, effectivement, la diversification des cultures fait partie de nos travaux de recherche. On a pour habitude de dire au sein de la coopérative qu'on cherche à faire produire aux agriculteurs ce que le marché demande et ce que les consommateurs demandent. Et aujourd'hui, tous les marchés porteurs sur lesquels on aura des débouchés, forcément qu'on les mettra en place et toutes les solutions, la production de légumes secs comme le pois chiches ou les lentilles, potentiellement du sorgho ou autre. On est prêt à les introduire dans les rotations et dans les systèmes de production de nos agriculteurs à partir du moment où on pourra les commercialiser. Ça c'est le premier point. Et sur la première question, c'est vrai que je me suis beaucoup attardé sur les bénéfices de l'agroécologie et des sols, de la bonne santé des sols vis-à-vis de l'enjeu eau, mais effectivement il y a plusieurs autres bénéfices, et en particulier autour de la biodiversité, de la réduction de l'impact des maladies, des ravageurs sur les systèmes de production, qui font que naturellement on va aussi réduire l'usage des produits phytosanitaires. Il y a aussi un gros bénéfice qui est le stockage de carbone, parce qu'on accuse souvent l'agriculture d'être polluante, mais c'est aussi une des solutions face au changement climatique via la capacité des sols à pouvoir stocker du carbone. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Je me permets, alors il est 20h14, et je vous remercie déjà pour votre concentration. Il nous reste 15 petites minutes avant la fin. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui souhaitent poser une question, interagir à l'oral? Profiter aussi de la présence de nos intervenants et de la présentation de ces retours d'expérience. J'en conclus que non. Si ce n'est pas le cas et que je suis un petit peu seule à relayer, je vous propose qu'on aille doucement vers la conclusion de ce webinaire et de ce temps. Si ça vous va, je peux vous laisser peut-être la parole et le mot de la fin côté salle. Peut-être Karine, Monsieur Gonella par la suite. Oui, je voulais juste vous remercier toutes et toutes pour votre participation, remercier tous les intervenants. Donc, je vous invite à nous suivre en vous abonnant à la newsletter, de venir nous rejoindre en janvier et février sur des ciné-débats, dont le premier aura lieu le 20 janvier à Massub à 20 janvier, bon, l'heure, 18h30. 18h30. Et en conclusion, je voulais juste dire que l'eau est un bien commun. Engageons-nous tous et toutes pour nos enfants. Merci beaucoup, Monsieur Gonella, pour ce mot de la fin. Karine, est-ce que côté équipe d'animation, vous voulez donner un petit peu de la visibilité aussi sur les prochaines étapes ou c'est bon pour vous? Oui, sur les prochaines étapes, c'est au-delà des ciné-débats qui ont été présentés par Monsieur Gonella. Donc les ciné-débats, il y en aura sûrement 4. Les dates vont arriver au fur et à mesure dans les différents départements ou proches des différents départements. Ce qui nous attend là, c'est un gros travail de rédaction technique avec l'ensemble des partenaires et des membres de la clé pour rédiger ce que je vous ai présenté rapidement avant, qui est le plan d'aménagement de gestion durable et le règlement. En fait, c'est la déclinaison de la stratégie en adéquation avec les moyens réels du territoire, les projets qu'on doit mettre en place, éventuellement de la réglementation, mais on s'oriente plutôt vers des projets, les chiffrer, y arriver à voir si c'est jouable. Et tout ça, ça demande un gros temps avec des experts techniques sur plein de domaines pour être au plus juste des mots et que ça soit adapté au territoire. Donc là, les 6 mois qui arrivent vont être dédiés principalement à ce temps de travail technique.
tout en utilisant tout ce que vous nous aviez renvoyé. Toutes les personnes qui ont participé aux ateliers de concertation nous ont aidés à construire la stratégie, mais il y a eu beaucoup d'axes concrets de travail. Donc, toute cette matière-là, on l'a. Maintenant, il faut la rédiger, la synthétiser et voir où est-ce que c'est adaptable. Voilà les prochaines étapes. Merci beaucoup à vous. Je voulais, moi, de mon côté, vous remercier pour votre participation, le respect du temps, du déroulé. Merci beaucoup à l'ensemble des intervenantes et des intervenants qui se sont mobilisés ce soir, à vous toutes participantes et participants pour votre concentration, vos interactions sur le chat et d'avoir joué le jeu. Voilà, moi j'ai passé un très beau moment. J'espère que vous aussi. Pour rappel, vous trouverez sur le site du SAGE la stratégie dans sa version complète, si jamais vous avez un petit peu de temps devant vous et que vous voulez creuser les défis voilà, et prendre vraiment connaissance de la composition de cette stratégie. Elle est disponible sur le site. Vous pouvez retrouver la vidéo qui vous a été présentée aussi sur le site du SAGE et sur le YouTube du SAGE, au même titre que cette réunion qui sera accessible en vidéo sur le YouTube du SAGE. On mettra aussi à disposition le PowerPoint, pardon, le support qui a été présenté, notamment avec le retour d'expérience, si vous voulez aller les revoir. Et enfin, la note d'ambiance et l'ensemble des interactions qui ont structuré cette réunion. Comme à l'habitude, avec l'équipe d'animation du SAGE, on est toujours preneuses et preneurs de vos retours sur l'organisation de ces réunions. Donc voilà, merci à vous toutes et on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.